Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci à vous d'être avec nous ce soir sur Médien TV. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien démarré la semaine. Place justement à l'information et à la santé. On va parler d'Alzheimer. Alzheimer, ce n'est pas qu'une histoire de mémoire. Eh bien, on va en parler avec deux spécialistes. D'abord, une gériatre, Marjane Benjeloun, docteur Marjane Benjeloun, et ensuite une neuropsychologue, Stéphanie Francom. Mesdames, bonsoir à toutes les deux. Merci infiniment d'être là, docteur Marjane Benjeloun. Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Et c'est un plaisir. Merci de vous retrouver pour un thème qui est pas très... qu'on va essayer de rendre gai. C'est ça, absolument. Difficilement, j'imagine. Mais l'idée aussi, en fait, on va dire la gaieté, c'est l'information. On va dire ça va être ça le côté positif parce que le rendre gai, c'est peut-être un grand mot, un grand espoir. Mais apporter de l'information, expliquer, démystifier certains aspects, c'est ça finalement qui rend les choses plus palpables. Alors justement, docteur Marjane Benjeloun, vous êtes médecin gériatre, donc on va dire que votre spécialité c'est le 3e âge, et forcément la démence, Alzheimer, c'est une maladie du 3e âge. Est-ce qu'on a aujourd'hui moyen de faire de la prévention ou bien puisque c'est une maladie dégénérative, ça va s'installer, quoi que l'on fasse, on ne pourra pas stopper la dégénérescence des cellules? C'est une question très importante puisque Alzheimer, c'est un mot qui fait peur à tout le monde et la détérioration des fonctions intellectuelles, enfin des fonctions cognitives, comme on dit, est peut-être la pire des transformations que l'on puisse imaginer chez l'être humain. Donc évidemment, l'idéal, notre objectif, ce serait de pouvoir prévenir cette maladie. Il faut savoir, avant de répondre à cette question, c'est que quand les premiers symptômes apparaissent, la maladie a déjà commencé plusieurs années avant. Et ensuite, une fois que les premiers symptômes apparaissent, il va y avoir encore plusieurs années avant que la famille puisse se rendre compte que le patient présente des troubles préoccupants. Et c'est donc au bout de 3-4 ans après la maladie neuropathologique, après les lésions cérébrales, que le médecin va voir le patient. Est-ce qu'il y a vraiment des choses pour prévenir ? Non, pas réellement, on ne peut pas dire ça. Par contre, il y a des facteurs qui sont, on le sait, des facteurs. On s'est rendu compte que certaines populations ne faisaient pas cette maladie. D'accord. Comme par exemple les personnes. Évidemment, l'âge, c'est le principal facteur de risque. Plus on est âgé, plus on a le risque de développer cette maladie. Et la plupart des patients Alzheimer ont 70, voire plus de 75 ans. Après, on s'est aperçu que, évidemment, un régime méditerranéen, une activité physique, un lien social privilégié. Mais vous savez, docteur Marjane, c'est une maladie qui est quand même très particulière parce que on a l'impression un petit peu que ces recommandations type bonne alimentation, bonne hygiène de vie, relations sociales, etc., ça sonne au bout d'un moment presque comme uniquement des slogans et pas quelque chose de concret. Parce que nous avons tous autour de nous des personnes qui ont Alzheimer ou qui ont eu Alzheimer. Et ce sont des personnes qui ont été actives, qui ont travaillé jusqu'au bout. On se disait, des personnes, on va dire, intellectuellement stimulées pendant très longtemps. Et pourtant, la maladie est arrivée. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on revienne sur cette maladie qui évolue à plusieurs temps. Vous avez dit, d'abord, la maladie se déclare. Ok, personne ne se rend compte de rien, ni le malade lui-même, ni son entourage. Ensuite, il n'y a pas de symptômes. Ensuite, les premiers symptômes... D'abord, il n'y a pas de symptômes et elle se fait au niveau du cerveau pendant longtemps sans qu'il y ait aucun symptôme. Ok, alors on va revenir justement sur ce point. Ensuite, il y a les premiers symptômes. Pourquoi personne ne détecte ces symptômes ? Alors, il y a plus... Au début, les symptômes sont quand même modérés, fluctuants. Donc, des fois, la personne est tout à fait bien et l'entourage se dit, bon, moi aussi, il m'arrive d'oublier mes lunettes, il m'arrive de rentrer dans une pièce et d'oublier ce que je suis venue chercher. Et c'est un peu banalisé. Il y a aussi un déni un peu de la part de la famille qui n'a pas envie de se dire que son parent est Alzheimer. Et il y a surtout le fait qu'au début de la maladie, les troubles de la mémoire ressemblent à ceux du vieillissement normal.
c'est des choses très bénignes, ce qu'on appelle le trouble de la mémoire anodin ou bénin. Voilà, on oublie où on a mis ses clés, on oublie où on a garé sa voiture, et puis c'est fluctuant. Donc des fois, la personne est très bien. Donc c'est des choses qui ne vont pas forcément alerter l'entourage dans la manière où, pendant longtemps, le trouble de mémoire va être bénin, anodin. C'est ça. Et puis il y a un déni. Et puis il y a le déni. Donc par exemple, si on a des gens qui nous suivent ce soir, si on devait pousser au dépistage précoce, est-ce que ça serait intéressant de pousser au dépistage précoce? Est-ce qu'on pourrait rattraper quelque chose? Parce que vous l'avez dit, certaines personnes peuvent être dans le déni, d'autres pourraient associer ces oublis à un état de vieillissement normal. Mais bon, si aujourd'hui les gens se disaient, bah, tiens, et si on allait consulter, est-ce que ça servirait à quelque chose? Oui. Alors quand? Déjà, ce serait intéressant puisque maintenant on propose 2 examens, très intéressants qui sont le dépistage de certaines protéines dans le liquide céphalorachidien, donc c'est une ponction lombaire, et un examen, qui s'appelle TEP amyloïde et qui permet de voir directement les lésions, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc le dépistage permettrait de confirmer vraiment la maladie. Ensuite, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Eh ben, quand est-ce que les troubles de mémoire deviennent préoccupants? Quand ils deviennent de plus en plus fréquents, quand ils augmentent, de façon chronologique, hein, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus les troubles de la mémoire sont importants, et puis quand ces oublis deviennent de plus en plus répétés. Effectivement, l'entourage est crucial parce que c'est l'entourage qui va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour résumer, c'est quand il n'y a pas d'autres facteurs qui l'expliquent. Il faut savoir qu'une dépression ou la prise de certains médicaments ou le stress, comme chez nous, peut entraîner des troubles de la mémoire. Quand il y a une répétition de ces oublis dans le temps et que ça devient de plus en plus important au cours du temps, et quand chronologiquement d'autres symptômes vont apparaître, là on peut se dire que c'est préoccupant. Ok, mais est-ce que c'est important de dépister alors que les symptômes ne sont pas encore apparus, par exemple? Est-ce que c'est important dans le sens où, si l'on dépiste tôt, une meilleure prise en charge plus précoce pourrait améliorer, voilà, on va dire, le pronostic ou l'évolution de la maladie? Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, c'est toujours intéressant parce que ça permet de mettre en place une prise en charge d'abord des aidants, comme vous disiez tout à l'heure, et puis il y a des traitements quand même. Donc, ça permet peut-être d'introduire ces traitements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces traitements? Ils permettent, il y a des types de traitements qui permettent, on va dire, de stabiliser un peu les symptômes, hein, et de faire que cette maladie ne s'aggrave pas trop vite. Et puis, donc de stabiliser cette maladie. Donc le dépistage, ces traitements en plus ne marchent que dans les formes précoces des maladies. Donc en fait, le dépistage permettrait d'instaurer ces traitements assez vite, puisque si on le dépiste un peu tardivement, les maladies n'ont pas tellement d'efficacité. Sachant, rappelons-le, que ces traitements ont quand même un effet léger, pas un effet très, très fort, hein. Ils permettent, je le répète, de stabiliser la mémoire, mais pas de retrouver la mémoire. C'est ça, parce que c'est une maladie incurable. C'est ça. Alors, je lisais justement en préparant l'émission que certains laboratoires... Vous me suivez, docteur? Vous êtes là? Oui, parfait. Oui, en préparant l'émission, je lisais cette information que des laboratoires, justement, informatiques et pharmaceutiques, étaient en train de mener des travaux conjoints pour trouver, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, pour détecter plus tôt la maladie. Mais encore une fois, est-ce que ça servirait à quelque chose? La détecter plus tôt, en quoi ça servirait? Ça servirait que les traitements qui sont pour l'instant à notre disposition. Il y en a un autre qui est en cours d'étude, un traitement, mais il n'est pas du tout commercialisé, et les études sur les êtres humains n'ont pas encore amené à des conclusions certaines. Toujours est-il que les traitements que nous avons à notre disposition sont plus efficaces quand ils sont administrés précocement. Donc la prévention permettrait de traiter
plus précocement ces patients et en tout cas d'instaurer une rééducation, qu'elle soit orthophonique pour le maintien du langage, qu'elle soit kinésithérapeutique pour le maintien de mettre en place tout un ensemble de soins qui permettraient de vraiment améliorer la qualité on va de vie. dire limiter dans le bien sûr améliorer la qualité de vie. Il y a énormément de choses à faire en dehors. Il y a les traitements, mais il y a aussi tout le reste. C'est une maladie qui atteint tout. On va le voir peut-être plus tard, mais elle atteint vraiment pas que la mémoire. Alors justement, pourquoi on pense qu'Alzheimer, c'est uniquement une histoire de mémoire, alors que ce n'est pas le cas? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps avec la maladie? Alors pourquoi on dit que ce n'est qu'une affaire de mémoire? Parce qu'il y a plusieurs types de démence. On appelle par démence une altération des fonctions intellectuelles élaborées, donc des fonctions cognitives. Alzheimer, c'est en gros 70% des démences, mais il y a des démences vasculaires liées aux problèmes vasculaires, il y a des démences parkinsoniennes, il y a un nombre incalculable d'autres démences. Simplement, la démence de type Alzheimer, c'est la démence qui atteint de façon prédominante la mémoire. Donc, dans 80%, voire 90% des cas, le début de la maladie d'Alzheimer va se manifester principalement par des troubles de mémoire. Donc, c'est une affaire de mémoire au début, oui. Mais après, au cours du temps, la maladie va être émaillée par d'autres troubles cognitifs et d'autres troubles non cognitifs, physiques, des troubles de l'autonomie, qui vont venir un petit peu, qui vont survenir progressivement tout au long de la maladie. Au début, c'est vraiment un problème de mémoire et les gens viennent, l'entourage vient pour un problème de mémoire. D'accord. Mais docteur Marjane Benjeloun, ces maladies neurodégénératives, est-ce que ce sont, on va dire, les pires? Parce que ce soit Alzheimer, que ce soit Parkinson, que ce soit sclérose en plaques, toutes ces maladies ont l'air d'être vraiment incurables et les traitements n'existent pas. Tout ce qui est neurodégénératif ne se guérit pas, peut se stopper à un moment ou à un autre, freiner l'évolution, contrôler plus ou moins l'évolution. Oui. Mais on ne guérit pas de ces maladies. Alors, il y a eu un problème de connexion, donc je n'ai pas entendu toute la phrase, mais je pense que vous disiez que comment faire puisque c'est des lésions qui finalement sont irréversibles. C'est ça. Tout ce qui est neurodégénératif est irréversible. Oui, tout à fait, puisque c'est une dégénérescence du neurone. Alors, il y a deux espoirs dans cette question. Premièrement, il y a un médicament qui est en cours d'étude, qui n'est pas encore commercialisé, mais on n'est pas loin peut-être de le commercialiser, qui agirait directement sur la plaque amyloïde, qui est la plaque qui va léser le neurone. Donc, ça permettrait d'arriver à... Donc, on agit directement sur le processus histochimique pathologique. Donc, ça permettrait qu'il n'y ait pas de destruction de ce neurone. D'accord. On a un petit souci de connexion. C'est que le neurone, c'est un peu comme dans Facebook. Effectivement, mais là, moi, je vous entends. Ok. Ça va? Dernière minute avec vous. Allez-y, docteur. Ça va? Oui. Oh là là, c'est triste. Donc, en fait, je disais que l'espoir, c'est que c'est un peu comme Facebook, pour donner une image. Le neurone, effectivement, le neurone mort ne peut pas se régénérer. Mais si vous sollicitez votre cerveau par des activités intellectuelles pertinentes, vous pouvez faire des réseaux, des synapses, c'est-à-dire des connexions, un nombre incalculable de connexions avec d'autres neurones. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est ça. Voilà. On va en parler avec Stéphanie Francom, qui est neuropsychologue, justement, d'où l'intérêt de l'avoir avec nous ce soir. Merci infiniment, Marjane Benjeloun. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes gériatre. Et donc, on continue cette discussion avec vous. Stéphanie Francom, bonsoir. Bonsoir Yasmine. Vous allez bien, Stéphanie? Ça va très bien, ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ces conditions un petit peu particulières, mais ravie d'être là. Le plus important, c'est d'amener l'information à notre audience, à nos téléspectateurs, et tout le monde est mobilisé justement pour cela, malgré la pandémie. Alors justement, on clôturait cette discussion avec Dr Marjane Benjeloun sur la plasticité cérébrale, et ça, c'est votre domaine, Stéphanie, puisque vous êtes neuropsychologue. Alors, on rappelle peut-être à nos téléspectateurs ce qu'est la plasticité cérébrale?
La plasticité cérébrale, ça va être un petit peu la capacité que va avoir votre cerveau un petit peu à, pas forcément à se régénérer, mais à créer de nouvelles connexions pour s'adapter un petit peu à son environnement. C'est visible notamment, par exemple, quand il y a un traumatisme crânien et qu'on voit qu'il y a des possibilités de récupération de certaines fonctions, notamment dues à la plasticité cérébrale. C'est ça. En fait, la plasticité cérébrale, c'est en quelque sorte aussi l'entraînement de son cerveau à passer par d'autres circuits pour réaliser les mêmes actions. Est-ce que on va dire, c'est une méthode qui peut être utilisée dans Alzheimer, puisqu'on sait que les neurones sont, on va dire, les neurones qui sont touchés de façon irréversible, mais est-ce qu'on peut créer de nouveaux circuits malgré la maladie ? Oui, alors je prendrais les choses un petit peu plus globalement, c'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, effectivement, il y a différents stades. Et en fonction des différents stades, on ne va pas forcément avoir les mêmes thérapeutiques qui vont se mettre en place. Mais comme vous dites, j'ai vu tout à l'heure, vous parliez par contre du diagnostic précoce, qui peut aussi intervenir donc, par différents moyens, notamment l'imagerie ou bien aussi le bilan neuropsychologique. Et un des signaux qu'on peut avoir en fait de l'entrée dans la pathologie, mais qui n'est pas en fait significatif de la maladie d'Alzheimer, c'est aussi les symptômes cognitifs. Donc d'agir très tôt en fait sur les symptômes cognitifs, ça peut être déjà par le biais de ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique pour cibler où effectivement est la difficulté, parce que dans les mémoires, on a différents types de mémoires. Et dans la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est plus la mémoire en fait d'efférescence, c'est-à-dire la capacité à apprendre de nouveaux souvenirs qui est touchée. Les souvenirs anciens, dans un premier temps, sont hautement préservés. Donc, on va un petit peu mettre en place des exercices, en fait, qui vont, pour vous résumer un petit peu, stimuler la mémoire, comme apprendre, par exemple, une liste de mots, mais tout ça, toujours mis en relation avec le quotidien. C'est-à-dire que dans notre façon d'interagir avec le patient et avec sa famille, on va avoir pour objectif quelque part de maintenir le niveau d'autonomie à son maximum. D'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible. Vous voyez ? Donc c'est important pour vous un diagnostic précoce. Avec Dr Marjane Benjeloun, on parlait de 3 stades. Le stade où la maladie commence à se développer sans donner de symptômes, le stade où elle va donner des premiers symptômes mais qui restent quand même disparates, donc on ne fait pas réellement attention à ces symptômes-là, et puis lorsque l'entourage relève l'existence de ces symptômes et commence à s'inquiéter et donc amène le patient pour consulter. Pour vous, pour que la prise en charge soit efficace, à quel moment du process de la maladie faudrait-il mettre en place cette prise en charge neuropsy ? Alors, dans les 3 stades que vous avez décrits, donc il y a le premier, ce qu'on appelle en fait le MCI, le Mild Cognitive Impairment, qui n'est pas spécifique à la maladie d'Alzheimer, mais qui déjà en fait met en exergue quelques troubles cognitifs. Donc, à ce moment-là, en fait, quand je parle du MCI, il n'y a pas encore de conséquences, en fait, de perte d'autonomie sur la vie quotidienne. Donc, on pourrait se dire pourquoi on va mettre en place, en fait, des séances alors qu'il n'y a pas encore perte d'autonomie. Le MCI peut évoluer éventuellement vers une pathologie neurodégénérative ou bien être simplement dû, par exemple, à une affection émotionnelle. Toutefois, donc c'est l'ensemble des examens, en fait, qui vont plus nous orienter. À mon sens, il serait intéressant en fait, de mettre en place le plus tôt possible une intervention dans la mesure où on va apprendre au patient à un petit peu contrecarrer sa difficulté et à s'adapter davantage à son quotidien. L'objectif, comme je vous disais toujours, ce serait de maintenir au maximum l'autonomie, qui va aussi avoir comme conséquence un bénéfice sur l'estime de soi. Parce que ce qui apparaît aussi dans la maladie d'Alzheimer et peut-être à un stade où là, la personne est plus consciente de ses difficultés, il peut y avoir des symptômes dépressifs. C'est-à-dire, je ne suis plus la personne que j'étais auparavant, avec l'angoisse majeure que ça évolue vers une pathologie neurodégénérative, notamment quand il y a eu des antécédents familiaux, donc, où elles ont vu les personnes évoluer dans ce sens-là. Ok. Alors justement, en comparaison entre une personne qui ne va pas avoir le suivi, cette plasticité, le travail de la plasticité cérébrale, et une personne qui va l'avoir, si on devait prendre ces deux personnes prises en charge ou non au même stade avec une maladie qui évolue exactement de la même manière, et je sais que ce n'est pas forcément possible, mais c'est juste pour donner une image claire et concrète à nos téléspectateurs, combien d'années ou de temps pourrait gagner celui qui, on va dire, est pris en charge convenablement en termes d'autonomie. Combien pourrait gagner ce patient en termes d'autonomie ?
Alors moi, j'aurais difficilement en fait un chiffre à donner. Tout ce que je peux signifier, c'est simplement que il va gagner en termes de par rapport à la stabilisation des troubles, parce que c'est comme si c'est une pathologie neurodégénérative. Vous disiez effectivement que les neurones sont atteints. Hein. Donc on ne pourra pas faire régresser la pathologie. En revanche, là où on peut plus ou moins agir, c'est un petit peu stabiliser ce qui est déjà mis en place. Et on gagne déjà quelques années, je veux dire entre 3 et 5 ans, dans la mesure où déjà le patient est conscient de ses difficultés et va mettre en place toute une approche thérapeutique autour. Et quand je dis le patient, j'inclus sa famille aussi. D'accord. Et est-ce que cet accompagnement est connu de la société, des gens, ou bien finalement, quand on débarque chez vous, souvent, parce qu'on a été orienté par quelqu'un et relativement tardivement, alors que si c'était bien connu, eh bien, les résultats seraient plus probants? Alors, les médecins sont assez sensibilisés à cette cause. Hein. Donc, quand ils m'adressent les patients, ils se posent déjà la question, est-ce que je suis face ou pas à une maladie neurodégénérative débutante, ou souvent ils se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une comorbidité en termes de symptômes dépressifs qui seraient plus ou moins à l'origine en fait des troubles cognitifs. Ça va être tout l'intérêt en fait du bilan neuropsychologique de pouvoir trancher un petit peu entre ces deux aspects-là. Du côté de la population, ils sont un petit peu moins, on va dire, familiarisés avec ce que vous disiez, dans la mesure où ils se disent, c'est une personne âgée, c'est un petit peu normal qu'elle oublie. Là où elles vont se poser la question, c'est quand l'oubli de cette personne âgée va devenir une charge en fait pour on va dire les dents principales au quotidien. D'accord. Et à ce moment-là, c'est un peu tardif en fait pour agir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut que cette prise en charge démarre quand le patient est encore, on va dire, quand il a encore sa mémoire, une partie du moins de sa mémoire. Alors, le patient, quand il est, comment dire, quand il est en début de pathologie, où il a quelques troubles de la mémoire, il peut être conscient de ses difficultés et il peut en fait se prêter à l'exercice en fait, l'exercice cognitif. Quand on va lui demander d'apprendre une liste de mots, de mettre ensemble des images, on va dire d'organiser en fonction, de faire des épreuves où on doit organiser en fait des éléments, il va être en mesure de le faire. Si effectivement on intervient trop tardivement, la prise en charge va peut-être pas se cibler davantage sur le patient en termes d'exercice cognitif, mais ça va être plutôt en termes de comment organiser son quotidien, par exemple pour pallier au symptôme qui est la désorientation temporo-spatiale. Comment je vais, par exemple, donner à la famille, structurer son quotidien, mettre en place des routines que lui n'est plus à même de mettre en place, c'est-à-dire de savoir quel jour on est, de savoir un petit peu à quel moment de la journée je suis. Et aussi, donc, le pan assez important, c'est tout l'accompagnement thérapeutique auprès de la famille, en ce sens où c'est une maladie évolutive. Donc, il faut quelque part se préparer à la crainte des familles et est-ce que mon père ou ma mère va me reconnaître? Et donc de voir un petit peu dédramatiser ce point-là en disant que ce n'est pas parce qu'elle ne reconnaît pas son image actuellement, c'est-à-dire avec la photo de ses 50 ou 60 ans, qu'elle ne le reconnaît plus en tant qu'enfant. C'est-à-dire que dans sa tête... Alors ça, c'est un volet plutôt psychologique qu'on abordera prochainement aussi dans ce rendez-vous. Merci infiniment Stéphanie Francom d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Merci beaucoup Dr Marjane Benjeloun, gériatre, qui était avec nous également. Un grand merci à toute l'équipe. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain 15h30 sur Médien Radio pour Blamiad avec Farhana et le soir 18h30 sur Médien TV pour On se dit tout. N'oubliez pas, ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.